Bonjour à toi chers spectateurs, Strangers Pray at Night de Johannes Roberts m'intriguait pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est une suite, et que peu de personnes le savent. Parce qu'en même temps, le premier long métrage est complètement passé à la trappe. La deuxième, c'est que c'est Johannes Roberts qui le réalise. Johannes Roberts qui a fait deux films extrêmement bâtards ces dernières années, The Door et 47 Meters Down, qui ne sont pas forcément des films brillants, mais qui démontraient une envie de la part de l'auteur d'explorer les méandres entre guillemets du cinéma de genre et d'une certaine conception de celui-ci. Et du coup, l'arrivée de Strangers Pray at Night, comme ça, de nulle part dans les salles de cinéma, intriguait parce que justement on se demandait qu'est-ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il allait retomber dans les méandres de 47 Meters Down ou proposer quelque chose d'un peu neuf comme c'était le cas avec The Door. Le résumé pour faire simple, alors qu'ils emmènent leur très jeune fille dans un pensionnat, Cindy et Mike décident de faire une halte dans le camping de la sœur de Cindy. Alors qu'ils viennent à peine d'arriver, un groupe de 3 étrangers vont les persécuter et les pousser à fuir, ce qui devient une chasse. Eh ben, c'est plutôt neuf et c'est plutôt bon. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout Strangers, on va faire un petit retour en arrière. Sorti en 2008, donc le premier volet, puisqu'il s'agit d'une série de films The Strangers visiblement, est complètement passé inaperçu en France. En gros, c'est un couple. Ils s'entendent pas très bien, ils se disputent, et là, une femme frappe à leur porte et demande si une certaine Tamara n'habite pas ici. Et c'est là que vous comprenez pourquoi il y a ça dans la bande-annonce du nouveau. Is Tamara home? Du coup, ils font comme si de rien n'était, et alors que le mec sort pour aller chercher un de ses amis, elle reste seule, et va commencer à se faire harceler par eux. Puis le mec revient, et là ce sont les deux. Bref, vous voyez l'idée. Gardez bien en tête que c'est du harcèlement. Tout le but du film est de réfléchir sur l'origine de la violence. Brian Bertino a créé un concept assez sympa, mais également très limité dans son genre, cherchant avant tout à jouer avec l'ambiance de la mise en scène, plutôt qu'avec la narration et l'histoire, beaucoup trop classique, ce qui donne lieu à un long métrage pas vraiment neuf dans le genre, qui tient uniquement le coup pour les montées en tension et les effets de flip du tout. Et puis, de toute façon, c'est un film très mal joué, donc en soi, pas vraiment besoin de se le refaire. Dites-vous simplement que ce film pose un concept, cette idée que ces personnages ne sont finalement que des accusés que les antagonistes vont juger par la suite du récit. Voilà, en gros vous voyez l'idée. Avec ça en tête, le film de Johannes Roberts est assez intéressant parce que le réalisateur arrive vraiment à transcender le premier long métrage. Le premier film dans sa catégorie, voilà, comme je l'ai dit, est donc un peu bâtard. Ce deuxième long métrage est beaucoup plus intelligent parce qu'il sait dans quelle direction aller, il sait les références qu'il veut mettre en place, il sait le geste et la manière avec laquelle aborder les bonnes thématiques, et du coup, ça donne un trip qui est à la fois rétro, à la fois nostalgique, peut-être un petit peu trop, mais qui réussit à nous embarquer un peu mieux que le premier long métrage. Le premier étant complètement passé à la trappe donc en France, le deuxième film débarque comme une fleur et peut donc être considéré par certains, en un sens, comme une œuvre à part entière. Un film à la fois symptomatique malheureusement d'un cinéma qui ne peut pas se permettre de proposer quelque chose de dense aujourd'hui. Pourtant, en un sens, on peut se permettre de suivre d'un œil assez aiguisé et passionné un long métrage qui peut à la fois être vu de manière indépendante et en même temps captivé par le regard qu'il offre si l'on a pu avoir la chance de voir le premier métrage, pour un tout assez exaltant, quoique finalement peu original, mais clairement entraînant. En termes d'écriture, Brian Bertino revient et reprend les commandes du scénario, en tout cas du projet The Strangers, et il est aidé de Ben Kettey. À eux deux, la vision est beaucoup plus équilibrée. Alors, en soi, comme j'ai dit avant, je pense que ceux qui auront vu The Strangers, le premier, auront plus de bases et donc de meilleure compréhension possible autour de ce second film que ceux qui débarqueront et qui verront simplement peut-être ce qui pourra être à leurs yeux qu'un simple slasher. Parce qu'il y a une réelle invention entre guillemets dans l'écriture, parce que Bertino a envie de créer un autre contexte à ces personnages. Il n'a pas envie de leur donner le même poids dramatique et le même impact que dans le premier film, il a envie de leur donner une autre dimension, de leur donner une dimension qui a quelque chose entre guillemets de beaucoup plus métaphorique autour des différents personnages, de leurs rapports les uns aux autres, de la manière avec laquelle, pardon pour le spoil, mais ils vont mourir, c'est un slasher en même temps on s'en doute un petit peu, et la manière avec laquelle il joue avec ces différents codes permet, avec l'aide de Ben Kettey, de créer quelque chose de beaucoup plus équilibré et de presque cohérent, là où le premier film joue beaucoup sur le côté mystérieux, sur on ne sait pas ce qui se passe, pourquoi ils sont là, dans quel contexte. La manière avec laquelle c'est amené dans le film ne répond pas forcément à ces questions, mais donne plus de possibilités d'interprétation au spectateur et donc de porte à l'idée de comprendre en fait
pourquoi ces personnages sont là et quel est leur but au sein de ce film. En parvenant à la fois à dépasser son œuvre tout en la couplant avec le regard de Ketei, Bertino offre alors par le biais d'un scénario extrêmement simple, un film beaucoup plus dense et exaltant que le premier métrage qu'il avait offert en toute catimini, pour un moment de tension passionnant, puissant et juste. De plus, ce qui fait la grande force du film, c'est la construction autour de l'évolution du personnage de Kinsey, qui prend alors au fil du récit une densité, comme évoqué avant, qui permet à cette héroïne de gagner en impact sur le spectateur et sur la forme que prend le récit par la suite des événements. En termes de mise en scène, Johannes Roberts, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais il a dû se remater un paquet de films de Carpenter et de Toby Hooper, parce que sérieusement, le long métrage est bourré de références. Je saurais à peine vous en citer la moitié tellement il brasse un paquet de films. Il y a du Halloween, il y a du Christie, il y a de tout dans ce film. Il y a même du The Thing dans un certain sens. Et alors que dire à la fin? Alors, sans trop spoiler, la fin, c'est massacre à la tronçonneuse. Je pense qu'il ne s'en cache pas et qu'à aucun moment il a eu envie de dire « non, c'est pas ça, regardez, il y a d'autres références. » Non, non, la fin c'est ça, il le cache pas. Là-dessus, le trip fonctionne. Après, les références sont un petit peu trop ouvertes et donc du coup, par moment, on se dit « ça marche pas forcément, les références sont trop lourdes. » Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le jeu avec le style graphique du long métrage. Il y a énormément d'emprunts au cinéma de giallo italien et à certains grands films fantastiques des années 80. C'est impressionnant, mais c'est juste dans des petits tics de mise en scène. Et là-dessus, je trouve que Johannes Roberts, il a vraiment là trouvé sa patte, son style, son geste. Il a vraiment compris comment se servir de sa mise en scène pour amener quelque chose d'autre que simplement parfois, comme c'était le cas avec 47 Meters Down, un petit peu trop de tape à l'œil. Et du coup, ça donne quelques scènes pour vous donner un ordre d'idée. Il y a des zooms dans l'image, il y a un travail de transtrave par moment qui sont sur une fraction de seconde, qui donne quelque chose de fort. Enfin, il y a des tout petits outils comme ça qui sont utilisés, qui sont répartis dans l'ensemble du film, qui donnent un vrai impact et une vraie puissance à certaines scènes qui pourraient se limiter à juste être un instant où c'est balancé comme ça à l'écran. Mais heureusement, ça va plus loin. Donc, comme évoqué dans une précédente vidéo, le film sombre un peu trop dans la fascination pour une autre époque. Mais heureusement, cela n'empêche pas Roberts de construire un film d'une grande intelligence cinématographique et dramatique, pour un tout qui prend vraiment aux tripes et qui ne lâche pas le spectateur de tout son long. On pourra, par-ci par-là, admettre que le long métrage est assez bâtard en termes de rythme, quelques retombées dramatiques se pointant à gauche et à droite. Mais au bout du compte, il n'en reste pas moins la démonstration de force et de forme d'un auteur qui a finalement, après quelques années de réflexion, trouvé son style et comment le mettre en place. En termes de casting, il n'y a pas grand monde sur ce film. On pourra citer donc Damien Maffei, Leah Ainsley et Emma Bellamy qui sont donc les trois assaillants, qui sont bons mais voilà, ils sont là 3/4 du temps sous un masque donc c'est un peu difficile de juger leur performance. Christina Hendricks et Martin Anderson sont bien dans les rôles des parents, enfin moi je les ai trouvés hyper crédibles en fait. C'est assez impressionnant mais dès les premières secondes où ils apparaissent, on a envie vraiment d'y croire. Ils ont une relation qui est très particulière et qui est très très bien investie. Et moi j'ai vraiment un coup de cœur pour les deux acteurs principaux mais surtout pour l'actrice principale de ce film. Si Lewis Pullman est vraiment bon dans le rôle de Luke, il est indéniable que c'est surtout Bailee Madison qui impose une performance saisissante de justesse tout au long du film, emportant le récit avec beaucoup d'impact et donnant une envergure émotionnelle à beaucoup de scènes. Du coup, Strangers Pray at Night, je vous conseille tout de même de regarder le premier film avant de voir ce deuxième, parce que même si le premier film est beaucoup plus bâtard que celui-là, il y a tout de même quelques clés de compréhension de récit qui sont nécessaires en fait à comprendre la place des différents personnages au sein de cette suite. Parce que même si ça peut se regarder tout seul, ça reste une suite. En Allemagne d'ailleurs, il est sorti sous le nom The Strangers 2. C'est une suite. C'est complètement assumé, il y a des moments où Johannes Roberts il montre ouvertement que c'est une suite. Donc moi je pense qu'il faut avoir vu le premier pour comprendre une grosse partie des thématiques de celui-là. Mais en tant que tel, ça reste un bon slasher, qui a un style rétro-nostalgique qui fonctionne vraiment bien. Peut-être un petit peu trop poussé à l'extrême par instant, mais qui sur le long terme arrive à créer une vraie ambiance et qui fait de Strangers Pray at Night de Johannes Roberts un sacré divertissement horrifique qui prend bien aux tripes et qui réussit à tenir la longueur. Et c'est assez rare pour le préciser dans le monde du cinéma de genre américain aujourd'hui. A plus!